participants augmente. On est rendu à 50. On attend juste 1-2 minutes et puis on va démarrer. Allez, on attend encore 1 minute et puis je vous propose de démarrer. Les participants arrivent au fil de l'eau. Bon, ben on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire déchets, spécialement prévu aujourd'hui sur le thème de quelles sont les aides mobilisables et accompagnement pratique pour mon entreprise. En effet, aujourd'hui, nous sommes en plein pendant la semaine européenne de réduction des déchets, qui est un temps fort pour rendre visible ce sujet-là auprès des entreprises et puis auprès de tout à chacun qui est concerné sur le sujet. Donc, notre webinaire va durer 1 heure. Il est enregistré pour permettre sa rediffusion et je vous propose de regarder dans un premier temps quels seront les intervenants et puis le contenu qu'on vous propose cet après-midi. Donc, je serai accompagnée d'Angélique Barré et de Valentine Renaud, qui sont mes collègues de la CCI 72, et également de Juliette Astoul, qui travaille en Maine-et-Loire. Pour ma part, moi, je suis Michèle Delcroix-Fialex. Je travaille sur le territoire de la Loire-Atlantique. On sera aussi accompagné d'un témoignage d'entreprise. Donc, au niveau du programme qu'on vous a proposé cet après-midi, donc le programme sera partagé en 4 temps. Quand on parle de déchets, l'idée c'est la majorité des fois de proposer un témoignage d'entreprise qui va illustrer comment cette entreprise a pu mettre en place une organisation dans son entreprise et puis ce que ça lui a apporté et quels en sont les bénéfices. Ensuite, quand on parle des déchets, on fait souvent le lien aussi avec le mot éco-conception, puisque quand on éco-conçoit un produit, à un moment, on agit sur les déchets qui arriveront en fin de vie. Donc là, on vous fera un focus sur l'éco-conception, qui est un sujet qui peut intéresser certains d'entre vous. En tous les cas, vous nous l'avez exprimé au moment de votre inscription à ce webinaire. Et puis enfin, on évoquera en 3e partie, et là, ce sera Valentine qui vous présentera ça, qui vous présentera les accompagnements proposés par votre chambre de commerce et d'industrie et les aides mobilisables, parce qu'on sait que ces éléments-là sont des facteurs qui peuvent accélérer la mise en place d'actions, accélérer la décision de s'engager plus loin dans ces actions-là. Et enfin, on vous partagera le calendrier des prochains événements 2023. Avant de démarrer, je voudrais juste m'assurer que vous entendez tous bien. Si vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit signe pour nous faire comprendre que tout va bien de votre côté et que vous voyez bien aussi les diapos. OK, je vois plein de pouces qui se lèvent, donc tout a l'air d'aller bien. Donc voilà pour ma partie. Donc ce que je vous propose maintenant d'aborder, c'est de regarder effectivement le témoignage de l'entreprise Plastigom qui a accepté de nous partager son expérience. Merci à elle. Et donc tout de suite le témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Annelise Morin, je me présente, dirigeante de la société Plastigom à Champagné dans la Sarthe, où l'on fabrique des chaussons, articles chaussants, chaussures. Et je voulais tout d'abord remercier les chambres de commerce et notamment la chambre de commerce du Mans et Madame Barré qui est venue en début d'année 2022 m'accompagner dans cette démarche de recherche de bonnes pratiques. Donc, mon témoignage va être relativement simple, plein de bon sens et relativement rapide. Donc, pour vous resituer, donc, on est fabricant
d'articles chaussants, de pantoufles, de charentaises. On est gros utilisateurs de matières premières textiles et également d'énergie. On existe depuis 1928 et on fabrique à peu près 60 000 paires par an que l'on distribue partout en France chez les détaillants indépendants. On est une petite structure puisque 17 personnes travaillent chez Plastigom, dont 13 en fabrication pure, donc en coupe, en piqûre et au montage, injection des semelles. Nous avons plusieurs marques. Notre marque phare s'appelle La Vague, la marque de chaussons. On a également des produits qui sont agréés par la sécurité sociale et vendus en pharmacie. Et on a, pour finir, 2 marques de chaussures femmes mode qui s'appellent Paradoxal et Lundi Bleu, que l'on vend également partout en France et également un petit peu à l'export. On peut passer, si vous voulez, au slide suivant. Donc, de la fabrication française, de la fabrication d'articles chaussants, mais pas que, puisque depuis à peu près 2 ans et demi, on travaille également pour une start-up qui s'appelle la WeCup et qui a également travaillé dans sa démarche d'éco-conception et qui nous fait fabriquer des protections hygiéniques lavables, recyclables, durables. Donc, avec des matières particulières que nous sommes allés sourcer. Donc chez Plastigom, comme je vous le disais, on est assez gros consommateur de matières textiles. Je vois pas le slide défiler, hein, pour information. Donc de matières textiles, donc des gros rouleaux de tissu d'une laise à peu près de 150 cm et qui font en moyenne 25 mètres de long. On vient couper à l'aide d'emporte-pièces des morceaux de chaussons et on va se retrouver à la fin de notre rouleau sur des laises de tissu qui ressemblent à des guirlandes et dont on a beaucoup de chutes qui représentent du volume et un coût. Donc initialement, on s'était tout d'abord posé la question de savoir s'il était possible de recycler, comment on pouvait recycler ces produits. Donc ça, c'était notre interrogation première. Et puis, partant de là, on a travaillé sur une solution de tri de nos déchets pour pouvoir identifier ce qui pouvait être trié, ce qui ne pouvait pas l'être. Et dans la poursuite de cette réflexion, nous avons rencontré donc la Chambre de commerce du Mans qui est venue faire une sorte d'audit de notre façon de gérer les déchets. Et ceci nous a permis de poursuivre notre réflexion en se disant comment est-ce qu'on peut être proactif, qu'est-ce qui nous prend du temps, qu'est-ce qui peut ne pas nous prendre du temps, qu'est-ce qui peut nous faire gagner du temps, comment est-ce qu'on peut éventuellement valoriser nos déchets, comment est-ce qu'on peut recycler nos déchets et comment est-ce qu'on peut, dans le cas extrême d'une absence de valorisation de ces déchets, quelles économies on peut faire pour que la facture de recyclage soit la moins élevée possible. Donc c'est en ce sens qu'on a rencontré Angélique Barret et qui nous a mis en place un système de pilotage de suivi de nos déchets. Donc notre démarche, elle est plutôt simple et pleine de bon sens. On a identifié les types de déchets et les... Excusez-moi, Anne-Lise, excusez-moi, pour Valentine, parce que là, on n'a plus rien sur le défilé du support, est-ce que tu peux repartir, Valentine, s'il te plaît, sur pourquoi travailler la gestion des déchets encore un petit peu avant? Oui, vous le voyez bien Voilà. dans l'écran. Non, on voit que des photos. Ah, mais je pense que vous êtes en décalé par rapport à moi. Là, c'est bon? C'est cette slide-là? Alors, moi, je vois bien pourquoi travailler sur la gestion des déchets. Est-ce que vous voyez ça, Anne-Lise, aussi? Pas du tout. Ah, il y a un souci. Moi, j'ai des photos. Il y a un souci. Il y a peut-être un temps de je vais latence. le reprendre, mon PowerPoint. C'est pas grave si je vois pas
Parce qu'effectivement, il y avait un décalé Apparemment, il y a un entre, souci. il y avait un petit décalé. Alors, je le reprends et vous m'interrompez quand vous voulez. Ça t'embête pas? Je suis sur une réunion RSE sur le tri des déchets et comme c'est moi qui ai la charge du tri des déchets ici, ben je consulte. C'est bon, je peux y aller? Allez-y, oui. Je peux y aller? Oui. Donc, pourquoi travailler sur la gestion des déchets? Donc, comme je vous le disais, c'était dans notre réflexion de pouvoir être plus actif sur le développement durable. On avait déjà réfléchi, participé à des séminaires de présentation de recyclage et d'économie circulaire. Mais ce qu'on voulait surtout, c'était trouver des solutions de valorisation de nos déchets. Tout cela s'intégrant dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, nous avons rencontré Angélique Barret, qui nous a permis juste de poser des mots sur ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire du tri sélectif, où on va stocker nos déchets de matières premières tissus, où va-t-on stocker nos déchets de matières premières plastiques, comment on les identifie, comment on va communiquer avec notre personnel pour que cette démarche trouve du sens tout le long de la chaîne de fabrication du produit. Et puis, comment est-ce qu'on peut arriver soit à valoriser nos déchets auprès d'autres entreprises partenaires, ou bien comment est-ce qu'on peut faire en sorte de payer moins cher au final notre facture de recyclage de déchets. Donc pour ça, on a mis en place un certain nombre de zones de tri dans l'entreprise. Vous avez vu les photos, on a la chance d'avoir beaucoup d'espace. Donc on a la chance de pouvoir trier par exemple nos cartons d'emballage non recyclables, enfin non réutilisables, pardon, à un endroit spécifique de l'entreprise. On a une benne spécifique pour toutes nos matières textiles et on a également des bennes spécifiques pour les matières plastiques, les déchets de semelles, le papier blanc, le papier de couleur, ce qui nous permet au final de pouvoir essayer de revendre une partie de ces déchets, de pouvoir réutiliser une partie de ces rebuts également, dans notre chaîne de fabrication. Je parle de réutilisation parce que dans nos injections de semelles, on vient recycler sur des semelles qui n'auraient pas eu de dessus de chaussons injecté, on vient recycler à peu près 20% de la matière et on vient la mélanger à notre matière neuve. Donc ça, c'est la première chose. Une autre démarche toute simple, c'est de réutiliser le maximum de déchets de matières premières tissus dans ce qu'on appelle dans notre jargon du bourrage de semelles. Donc on vient les mettre dans nos semelles de caoutchouc vulcanisé. D'autres démarches qu'on a pu mettre en place, c'est de revendre au poids notre papier qu'on a préalablement trié, donc le papier blanc, le papier de couleur, les cartons, les rouleaux de tissu qui sont en carton également, que l'on revend au poids une fois par an. Et également tout ce qui pouvait nous servir de cale, bourrage, soit dans notre fabrication, soit dans nos expéditions. C'est-à-dire que tous les jours, on envoie des colis chez nos clients détaillants partout en France. Si un colis n'est pas plein, avant, on utilisait soit du papier bulle, soit du papier craft, des choses pour caler les boîtes. Depuis un an, on utilise des chutes de tissus. Alors, on a choisi bien évidemment les tissus les plus légers et qui viennent servir de cale dans nos cartons. Donc, c'était des démarches de plutôt bon sens.
mais qui sont issus d'une réflexion qu'on a entamée il y a plusieurs années déjà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre chez Plastigum? On avait à l'époque remplacé tous nos essuie-mains papier par des essuie-mains tissus. Depuis le Covid, on a rechangé notre fusil d'épaule et aujourd'hui on travaille en partenariat avec une entreprise proche de chez nous, locale, chez qui on achète au poids des fins de rouleaux, de nappes, de serviettes en papier. Donc c'est multicolore, c'est multi-usage et on s'en sert à la fois de chiffon et d'essuie-mains pour les sanitaires. Donc ça, c'est une démarche également d'économie circulaire, gagnant-gagnant, puisque nous, ça nous évite d'acheter du tissu, du papier jetable et ça leur permet à eux de nous vendre leur fond de rouleau. Donc c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. On a également incité tous nos salariés, alors on n'est que 17, donc c'est assez facile, mais on a tous chez nous des vieux draps, des vieux t-shirts déchirés, plutôt que de les jeter s'ils ne servent pas. On a un grand carton dans l'usine où tout le monde apporte ses vieux tissus, ça nous sert de chiffon, etc. Ça nous a permis d'économiser également un poste. Donc voilà pour l'emploi de tout ce qu'on peut faire chez Plastigum. Après, dans la formalisation du process, eh bien, nous avons rencontré Angélique Barré en début d'année 2022, si je ne me trompe pas. Avec elle, on a pu réaliser un audit. Avec elle, on a pu discuter de filières potentiellement joignables pour valoriser nos déchets. Et avec elle, on a, chose à laquelle on n'avait pas du tout pensé, Angélique Barré nous a soumis un tableau qui nous permet de suivre la traçabilité de nos déchets et qui nous permet, si on le fait bien, de manière très consciencieuse, de savoir combien ça nous coûte. Parce que c'est vrai que c'est un poste, on voit des factures passer, mais au final, par rapport à notre chiffre d'affaires, nous, on n'avait pas d'idée précise de ce que ça représentait, ce que le coût du recyclage de nos déchets représentait. Donc, ce tableau mis à jour va nous permettre de pouvoir avoir un chiffre à mettre en face de ces déchets. Voilà pour notre témoignage. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Tout ça, ça nous a permis également de réfléchir à une traçabilité également de nos produits. Donc, on a tous des statistiques à renseigner auprès d'organismes de recyclage et d'éco-conception de nos produits. Et on a, depuis 2016, à peu près réfléchi à l'impact de nos produits en termes de bilan carbone. On avait, faute de temps, laissé un petit peu ce sujet de côté. On n'a pas été jusqu'au bout du projet. Et en début d'automne, on a été contacté par une entreprise du Mans pour laquelle on a servi un petit peu de cobaye et qui avait pour envie de travailler sur l'éco-conception de manière un peu plus collaborative sur la base de l'intelligence collective. Et nous avons, à partir d'un produit qu'on leur a fourni, nous leur avons permis de traiter un sujet sur les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux et économiques de nos activités de façon plutôt positive et ludique. Donc c'est une démarche pour laquelle on n'a pas encore eu de relais et de conclusion, mais qui est en cours et qui va nous permettre de mieux réfléchir à la réalisation de nos prochains prototypes en essayant d'adapter une démarche plus d'éco-conception.
Voilà pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou en fin de webinaire. Bien. Merci Merci. Annelise Morin pour ce témoignage. Alors, je dois dire que vous avez des produits qui sont tout à fait d'actualité pour nous réchauffer dans le cadre de la sobriété énergétique. Merci. Je vous en prie. Ne pas hésiter à baisser votre chauffage. C'est ça, il faut utiliser les produits Plastigom. Voilà. Alors, votre témoignage, il est d'autant plus intéressant qu'il va me permettre de rebondir juste quelques instants sur la hiérarchie de traitement des déchets que vous avez très bien illustrée. Valentine, si tu peux passer la diapo. De Un mon petit côté, décalage. j'ai la hiérarchie à l'écran. Moi, je n'ai pas la hiérarchie à l'écran, mais si vous l'avez, ça va. Tout le monde a, voilà, très bien. Moi, je l'ai. Si ça va pour tout le monde, OK. Donc, cette hiérarchie de traitement des déchets, Annelise Morin, vous l'avez très bien illustrée. Donc, cette démarche, elle est inscrite au Code de l'environnement. Elle va permettre aux entreprises de piloter efficacement leur gestion des déchets et de l'optimiser. Donc, toujours dans l'objectif de respecter bien sûr la réglementation, de réduire les impacts environnementaux et également un objectif de rentabilité pour votre entreprise. Alors, la première action, l'action prioritaire, c'est la réduction de vos déchets. Donc, comme chacun sait, hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. D'abord, regardez la réduction en interne, ce que vous avez bien illustré, Annelise, en échangeant, par exemple, sur vos pratiques avec vos collègues pour générer des idées, parce que des fois, il y a des idées de bon sens, mais qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est dans l'atelier toute la journée et qu'on a toujours fait comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi, bien sûr, sensibiliser vos fournisseurs, notamment au niveau des emballages et surtout des suremballages, notamment plastique, puisqu'on voit souvent des fois sur une palette ou sur des cartons 5 tours de film plastique alors qu'un ou deux suffirait très bien. Voilà, donc la première partie, c'est vraiment de regarder la réduction de vos déchets. Ensuite, vous pouvez passer au réemploi. Ça aussi, Annelise Morin nous l'a bien démontré. Donc, le réemploi, c'est d'utiliser le produit ou la matière pour un usage identique. L'intérêt, c'est bien sûr qu'on allonge la durée de vie. On est plus vertueux et économique que dans la réutilisation ou le recyclage parce qu'on n'a pas de process de transformation. Alors, comme on a vu pour la réduction, on va d'abord travailler le réemploi en interne, regarder ce qu'on peut faire, toujours dans une logique de bon sens, comme vous l'avez dit, ce qu'on peut faire en réemploi pour les cartons, pour les palettes, pour les emballages, etc. Et puis ensuite, ne pas oublier de regarder aussi le réemploi en externe avec des entreprises, des associations ou des organismes, puisque comme vous le savez également, les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. On regarde ensuite la réutilisation. Donc, la petite différence entre réemploi et réutilisation, c'est que là, notre déchet, entre guillemets, il est destiné à un usage différent de l'initial. Par exemple, on va réutiliser des cartons ou des papiers pour faire des matières de calage, par exemple. Et puis enfin, le recyclage ou la valorisation matière, ça, c'est ce que vous, entreprise, vous connaissez le mieux. Donc, l'enjeu pour vous, ça va être de trouver des filières le plus éco-responsables possible, le plus local possible et bien sûr dans une logique de rentabilité pour votre entreprise. Donc, vous l'aurez compris, hein, cette hiérarchie de traitement des déchets, pour piloter sa gestion des déchets, elle va avoir un objectif principal de sortir les déchets valorisables de la BENDIB, ce qui va vous permettre d'éviter l'élimination, c'est-à-dire l'enfouissement ou l'incinération sans valorisation énergétique pour limiter les impacts environnementaux. Et puis, elle va vous permettre aussi de faire des économies, voire de générer du chiffre d'affaires. Alors, vous me direz, c'est bien gentil tout ça, mais comment on trouve les partenaires? Comment on trouve les filières locales?
je dirais que les CCI, notamment au niveau local, sont là pour vous accompagner dans ces recherches. Je reviens au témoignage d'Annelise Morin de Plastigome qui nous a fait une petite ouverture vers l'éco-conception, ce qui me donne une transition parfaite pour donner la parole à ma collègue Juliette Astoul sur ce sujet. Merci Angélique et bonjour à tous. Donc, comme on a pu le voir avec le témoignage de l'entreprise, certaines entreprises choisissent d'ouvrir après le sujet de l'éco-conception une fois qu'elles ont traité les déchets, parce qu'il y a des liens évidents, on remonte le cycle de vie pour peut-être travailler aussi à éviter et prévenir les déchets qu'on aura à gérer ensuite. Donc, pour commencer, donc, ce petit focus sur l'éco-conception, l'idée, c'était aussi d'être très pragmatique et de se dire finalement, un produit éco-responsable ou un produit éco-conçu, qu'est-ce que c'est? À quoi ça peut ressembler? Vous donner une illustration. Alors, je ne vois pas les slides encore. Oui, ça y est, c'est qui passe. Donc, de façon très concrète, ça peut être d'intégrer des matériaux à moindre impact sur l'environnement. Par exemple, d'intégrer de la matière recyclée. C'est une première stratégie pour avoir un produit qui va être éco-conçu. On peut travailler à réduire le poids ou le volume du produit. Donc, réduire en masse le produit, chercher à utiliser moins de composants, chercher à avoir un produit qui soit moins volumineux. Donc, ce qui est intéressant parce que là, on peut faire vraiment une réduction des coûts également via ce levier-là. On peut repenser l'emballage. Ça, c'est un sujet très important pour l'optimiser, peut-être l'adapter davantage, peut-être mettre en place des systèmes d'emballage navette avec ses fournisseurs ou avec ses clients, pour éviter d'avoir à gérer cette partie des déchets. On peut travailler aussi sur la phase de fabrication pour réduire le temps ou les coûts de production, changer peut-être le process, avoir un process, par exemple, on fait plus d'imbrication lors de la découpe des matières pour éviter d'avoir des chutes qui vont être générées sur cette phase de fabrication. On peut travailler, et c'est un sujet aussi actuel, à réduire le produit si pendant sa phase d'utilisation chez votre client ou chez l'usager du produit, il consomme de l'énergie. Alors, ce n'est pas le cas de l'exemple de l'entreprise précédente, mais par exemple, si on a un produit qui a de l'électronique dedans, en fait, réduire la consommation d'énergie du produit en phase d'usage, ça va avoir un bénéfice aussi très intéressant pour le client. On peut travailler pour faciliter la maintenance du produit. Un produit qui soit davantage facile d'entretien, qui puisse être aussi réparé, où on puisse plus facilement intervenir pour faire de la réparation aux composants, par exemple. Et enfin aussi, on peut, dès la phase de conception d'un produit, en fait, permettre le démantèlement des produits. Ce qui permettra qu'en fin de vie, quand les produits arrivent lors de la phase, on va dire vraiment quand on n'a plus que choisir soit de la valorisation matière, énergétique ou de l'élimination, qu'on puisse vraiment séparer les différents matériaux qui composent ce produit pour réduire son impact sur l'environnement. Donc, vous voyez, en fait, c'est très concret d'avoir un produit éco-conçu. C'est vraiment ce que va permettre la méthode d'éco-conception. Et il y a de nombreuses stratégies qui s'ouvrent à l'entreprise pour le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire de l'éco-conception aujourd'hui, ce qui amène à cette définition un peu de ce qu'est un produit éco-conçu et éco-responsable. C'est un produit, en fait, qui va entraîner moins d'impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Donc, cette notion est vraiment importante. On cherche à réduire les impacts négatifs sur l'environnement et sur toutes les phases. Vous avez commencé à le voir avec l'exemple précédent. Il y a plein de stratégies possibles le long du cycle de vie. Et ce qui est important de souligner, c'est que ça reste des produits qui vont être performants à l'usage, donc qui correspondent vraiment aux attentes du client en termes de fonctionnalité, d'attentes esthétiques, de faisabilité, et qui sont aussi comparables en termes de prix à ceux qui sont présents sur le marché pour que ça reste des produits qui soient vraiment accessibles et qui soient aussi complètement sécures dans leur utilisation. Donc, c'était vraiment pour commencer à introduire ce sujet de l'éco-conception. Pour arriver à des produits éco-responsables ou dits éco-conçus, en fait, il va y avoir une méthode qui va être utilisée, c'est l'éco-conception. C'est vraiment une approche méthodique où, en fait, on va chercher à réduire les impacts dès la phase de conception, parce qu'il y a un chiffre clé, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que finalement, les impacts sur l'environnement d'un produit, en fait, ils vont être déterminés, posés dès qu'on conçoit le produit. Parce qu'en fait, quand on conçoit le produit,
que ce soit quand on définit le cahier des charges du produit ou quand son client nous fait une demande pour un produit, ben, en fait, on va fixer les matières premières, on va fixer les technologies de production, on va fixer ben, vraiment tous les points qui, derrière, en fait, on peut déjà savoir tous les impacts sur l'environnement qu'il va générer tout au long de son utilisation. Et c'est pour ça que, en fait, comme c'est dès cette phase-là qu'on a 70 à 80% des impacts sur l'environnement, c'est important de travailler dès l'amont, en fait, la réduction des impacts sur l'environnement. Et c'est d'où le nom hein, vraiment d'éco-conception, c'est qu'on va travailler à concevoir de façon autre la réduction des impacts sur l'environnement. Alors maintenant, une petite question un peu plutôt quiz, donc je vous invite à répondre dans l'onglet conversation dans le chat. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux photos? Est-ce que peut-être pour poser la question autrement, puisque lundi c'est apparu, je pense que donc celle de droite en fait est une cabine éco-conçue. Est-ce qu'il y en a une du coup qui est en termes de bénéfices par exemple client, enfin voilà, il y a une qui vous donne plus envie que l'autre. Est-ce que vous voyez en quoi il y a une démarche d'éco-conception par exemple? La réutilisation des objets? Ça peut être une stratégie, en effet, oui, tout à fait. Il y a eu alors, ça a été le Cannes, par exemple. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans cette deux photos, alors je vois des réponses qui s'affichent. Réemploi de mobilier, par exemple. C'était un peu plus amont, les stratégies majoritaires qui ont été mises en place. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées qui vous viennent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moins de matériaux utilisés? Tout à fait, exactement. En fait, il y a eu vraiment, alors on peut afficher la suite. En fait, entre ces deux cabines, hein, qui sont des cabines de yacht, en fait, il y a une démarche complète d'éco-conception qui a été menée par l'entreprise. Et en fait, entre la première photo et la deuxième, en fait, la cabine éco-conçue, il y a moins 30% de pièces dans cette deuxième cabine. Ce qui, du coup, amène clairement un gain de temps en montage aussi. Donc là, ça veut dire que c'est un coût aussi intéressant, une réduction des coûts. Alors certes, ils ont passé un peu plus de temps en conception, les équipes de R&D, pour essayer d'optimiser la cabine, mais derrière, il y a eu beaucoup moins de matière, beaucoup moins de pièces qui ont été utilisées dans cette deuxième cabine. Donc derrière, c'est des gains de productivité très intéressants pour l'entreprise. De dire qu'on fait de l'éco-conception aussi, ça fait une vraie différenciation auprès de ses clients et on peut aussi innover, enfin on peut rester innovant dans son secteur d'activité, rester leader aussi parfois sur son marché. Donc ce qui est intéressant, je trouve, avec cet exemple, c'est de se dire finalement les deux cabines nous donnent autant envie l'une que l'autre en termes de perception client, mais derrière, en fait, on a eu vraiment une réduction très importante des impacts sur l'environnement. C'est pour ça qu'on dit que l'éco-conception, finalement, c'est investir sur la conception. On passe un petit peu plus de temps sur cette phase-là, mais derrière, parfois, pour une low fabrication, donc une fabrication qui va être moins impactante pour l'environnement, et ça va permettre d'aboutir à des produits qui vont être meilleurs pour l'environnement. Cette notion comparative est vraiment très importante puisqu'il n'y a pas un produit qui est parfait pour l'environnement, mais on va chercher à réduire ses impacts pour l'environnement. Donc là, vous voyez un ensemble de produits ou de services qui ont pu être éco-conçus et ça m'amène aussi l'occasion de souligner qu'on peut aussi faire de l'éco-conception dans le domaine des services, quel que soit en fait son niveau d'intervention dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on peut faire de l'éco-conception, la méthode le permet vraiment. Donc, c'est vraiment accessible à toutes les entreprises, quel que soit votre secteur d'activité et quel que soit également votre taille ou votre typologie d'activité, que vous soyez concepteur, distributeur ou fabricant, on peut le faire. Prochaine quiz, c'est un petit peu pour évoquer un autre aspect de l'éco-conception. Donc là, je vais vous inviter à répondre vraiment dans le chat. À votre avis, quand vous avez une bouteille de Coca-Cola, à quel moment se situe l'impact sur l'environnement le plus important? Donc soit lors de l'extraction des matières premières qui composent donc la bouteille et puis la boisson, soit lors de la fabrication, lors de la distribution ou du transport de la bouteille, lors d'utilisation ou lors de la fin de vie, donc une fois qu'il nous reste la bouteille en plastique. La A?
Alors, il y a des réponses très variées. On a beaucoup de E, de C, de A. Alors, je laisse le temps à chacun de répondre. Et je crois qu'il y a peut-être certains qui connaissaient l'exemple. Il y a 2, 3 bonnes réponses. Et en fait, la réponse, c'est D, c'est la phase d'utilisation. Et souvent, ce n'est pas la phase auquel on pense. Et pourquoi l'utilisation, finalement? En fait, c'est parce que c'est la consommation d'énergie pour des réfrigérateurs pour boire le Coca-Cola à température fraîche, puisqu'on boit cette boisson fraîche. Alors, sachant qu'on le boit partout dans le monde, et cette étude est d'autant plus vraie, il y a vraiment une analyse de cycle de vie qui a été faite. Donc, c'est vraiment, on va chercher à mesurer les impacts sur toutes les phases. Ça, c'est un outil vraiment au cœur de la démarche d'éco-conception. On va faire une analyse du cycle de vie, une évaluation environnementale des impacts. Et là, en fait, ils s'en sont d'autant plus rendus compte qu'il faut s'imaginer notamment le Coca-Cola qui est bu lors, par exemple, de la pause déjeuner quand on va acheter son repas du midi. Donc, c'est d'autant plus vrai sur ces segments-là d'activité. Ce qui amène vraiment à voir que l'éco-conception, ça va être une méthode qui va nous permettre de mesurer ses impacts sur l'environnement et de repenser finalement son offre, ses produits, pour y intégrer cette notion environnementale et chercher à réduire son impact sur l'environnement. Donc, c'est une méthode qui est structurée. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas après à nous contacter suite au webinaire. Aujourd'hui, moi, du coup, on voit en tout cas de nombreuses entreprises qui s'intéressent à ce sujet. Il y a différentes raisons, pressions qui vous amènent aujourd'hui à ce sujet-là, comme ça a pu être évoqué dans l'exemple précédent. Bien sûr, c'est de diminuer son impact sur l'environnement, mais aujourd'hui, c'est aussi d'anticiper des pressions réglementaires, notamment dans le cadre de la loi AGEC, avec les filières REP. Il y a de nombreuses pressions réglementaires sur certains secteurs d'activité aussi qui sont un peu plus pointées du doigt, que ce soit les plastiques, les textiles, l'électronique, le numérique notamment. C'est une façon d'être en conformité avec l'ISO 14001. C'est une façon aussi de répondre. Aujourd'hui, vous devez sans doute recevoir des demandes de vos clients sur quel est l'impact environnemental des produits, quel est la démarche que vous faites par rapport à l'environnement. Et donc, c'est une façon d'y répondre, de structurer une démarche d'éco-conception. Ça vous permet aussi de maîtriser vos approvisionnements, de réduire parfois les coûts de production. Donc, ça, c'est un avantage économique. Et aussi de, quelque part, travailler sa marque employeur en facilitant le recrutement, donnant du sens sur le métier aussi qu'on fait, pourquoi la fonctionnalité des produits avec des projets qui souvent intéressent et permettent de fédérer les équipes d'une façon ou autre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour avancer sur le sujet. Sachant que dans le contexte actuel, il y a de nombreuses aides aussi plus largement pour aider les entreprises à accélérer leur transition écologique. Et je laisse la parole à ma collègue Valentine Renaud pour ce dernier focus. Oui, donc effectivement, merci Juliette. Maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi c'était important d'intervenir sur ces déchets et notamment sur l'éco-conception, on va voir comment concrètement on peut être accompagné et aidé pour cette mise en œuvre. Alors, d'une part, par les CCI, comme vous l'avez vu, puisque vous êtes venus nombreux à ce webinaire aujourd'hui, les CCI, elles ont essayé de créer pour les entreprises une logique de parcours. Donc, effectivement, comme vous voyez, l'organisation de webinaires ou d'ateliers d'information et de sensibilisation en local dans vos CCI. On propose également des flash diag, vous l'avez vu avec Madame Morin qui nous l'a présenté tout à l'heure, donc qui sont des autodiagnostics individuels très rapides qui permettent à chaque entreprise de déjà avoir des préconisations instantanées directement sur différentes thématiques. Donc, les thématiques sont celles que vous voyez à droite. On a parlé des déchets aujourd'hui, mais on peut intervenir aussi sur les thématiques d'écologie industrielle et territoriale, sur les thématiques de gestion des biodéchets et de gaspillage alimentaire, sur les thématiques d'éco-conception, on l'a dit, et sur les thématiques de réemploi qu'on a aussi un petit peu abordé plus tôt. Donc, comme je le disais, le flash diag, le but, ça va quand même être aussi pour les conseillers CCI d'avoir une idée de vous en tant qu'entreprise, où vous vous situez dans vos notions. Est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que vous êtes novice? Et de pouvoir revenir vers vous avec donc du conseil, qui sont donc plutôt des réponses personnalisées à la différence du flash diag,
qui vont nous permettre de répondre à une problématique plus ciblée de réglementation, de recherche de prestataires ou de filières en local. Hein. Tout à l'heure, Angélique l'a dit, nous, on met un point d'honneur à travailler en local, en territoire, lorsque c'est possible, bien sûr. On vous met également en relation avec les différentes aides mobilisables qu'on va passer en revue tout à l'heure, mais qui peuvent être plus précises en fonction des sujets dont vous avez besoin ou envie d'évoquer. On a ensuite l'EVAL, tout à l'heure on en parlait, l'EVAL qui va nous permettre de vraiment venir sur site, faire du diagnostic individuel et puis vous remettre un plan d'action, un livrable plus détaillé qui va comporter les rappels de réglementation, les contacts utiles, les préconisations qui nous semblent plus judicieuses en fonction de ce que vous aussi, vous avez envie de mettre en œuvre. Et encore une fois, de vous mettre en relation avec les aides mobilisables. L'intérêt de l'EVAL, c'est aussi qu'on va vraiment faire un suivi dans le temps. Il y a des actions parfois qui peuvent être évolutives et on a besoin de pouvoir en reparler et revenir dans le temps, peut-être aussi changer un petit peu la direction des actions à mettre en œuvre. On a aussi un axe d'accompagnement sur de l'orientation vers des cabinets de consultants, si besoin. Et puis, en dernier lieu, on propose de la formation, donc en inter ou en intra-entreprise, la plupart du temps animée donc, par vos conseillers CCI. Donc, voilà pour la partie CCI. Également, vous avez l'accompagnement éco-produire. Donc là, sur l'éco-conception, on est sur un programme d'accompagnement collectif et individuel qui va être étalé sur 15 mois et qui va être 13 jours et demi d'accompagnement. Vous allez avoir 5 livrables remis pour l'entreprise. En premier lieu, un rapport de diagnostic individuel suite à une rencontre au niveau de l'éco-conception, soit produit, soit service. Vous allez avoir tous les supports de formation collective qui vont vous être remis avec un plan d'action chiffré. Également les lignes directrices pour faire une communication environnementale. Quand on met des actions en œuvre, parfois on ne sait pas comment en parler et les valoriser. Ça va être le but de ce plan d'action remis. Et puis en dernier lieu, une fiche de synthèse pour, encore une fois, faire le bilan des bénéfices, des résultats, pour vous pouvoir valoriser, comme vous le souhaitez, les actions que vous avez pu mettre en place. Si je poursuis, nous avons aussi des aides qui existent au niveau de l'ADEME, donc l'Agence de maîtrise de la transition écologique. Tout d'abord, il y a la plateforme, vous avez le nom là, Agir pour la transition de l'ADEME. Et puis, il y a un onglet de recherche assez simple où vous pouvez taper quel est votre projet, sur quelle thématique vous voulez agir. Et puis, vous aurez plein de propositions d'appel à projet ou de financement. Je vais en donner quelques exemples, notamment sur les déchets, mais c'est très complet. Il n'y a pas que cette thématique et il n'y a peut-être pas que ça sur les déchets à mettre en place et à solliciter. Donc, par exemple, sur tout ce qui est démarche ou projet d'économie de la fonctionnalité, on a des études qui sont soutenues par l'ADEME pour analyser le périmètre du besoin ou de la fonctionnalité à satisfaire afin de dimensionner au mieux l'offre de services. Là, le soutien financier, il monte jusqu'à 70% de l'étude. Ensuite, sur la thématique de l'utilisation de matières premières issues du recyclage, sur l'étude pour tester une unité de production qui intégrerait des matières premières issues du recyclage ou pour adapter une unité existante, on a un soutien financier qui va jusqu'à 70%. Et là, l'aide, elle concerne aussi les équipements, tout simplement réaliser les travaux, équiper son entreprise d'une installation neuve d'incorporation de matières premières issues du recyclage ou pour adapter encore une fois une installation existante. Là, le soutien financier de l'ADEME, il peut monter jusqu'à 55%. Enfin, concernant les thématiques de réemploi, de réparation, de réutilisation qu'on a abordé tout à l'heure aussi en exemple, on a également un soutien financier qui va jusqu'à 70% pour évaluer le potentiel d'une filière de réemploi ou d'une activité de remise en état ou de réparation d'objets et de matériaux. Et encore une fois, sur la partie plus investissement dans les équipements dédiés à tout ça, on peut aller jusqu'à 55% de soutien financier de la part de l'ADEME. Deux autres dispositifs qui peuvent peut-être vous intéresser. On a d'une part l'aide VTE Vert. Là, c'est une aide qui s'adresse aux PME et ETI qui souhaitent recruter un étudiant ou un jeune diplômé pour mettre en œuvre des missions d'accélération de la transition écologique et énergétique au sein de l'entreprise. Les subventions ici, elles vont jusqu'à 12 000 €. Et il y a également tous les avantages que comporte le VTE standard, un accompagnement en fait à la mise en place de l'offre d'emploi et au recrutement en tant que tel, et puis la valorisation de la marque employeur, etc.
Et dans un deuxième temps, vous avez la BPI qui propose un diag écoflux. Donc là, ça concerne les PME ou ETI entre 20 et 250 personnes qui souhaitent optimiser leur flux d'eau, d'énergie, de matière et de déchets. Là, il s'agit d'un accompagnement de 12 mois avec un expert spécialisé qui va pouvoir identifier des axes d'économie, des axes de réduction de l'impact environnemental, mais également des opportunités de création d'emplois et de création de richesses. Là, on est sur un coût entreprise situé entre 2 000 et 3 000 euros selon effectif. J'enchaîne sur d'autres liens qui peuvent vous intéresser pour connaître toutes les aides existantes, et elles sont nombreuses. Parfois, c'est plus une question de savoir où les chercher. Vous aurez le diaporama avec les liens, mais en gros, voilà, c'est quatre sites à consulter dès que vous avez un projet. Donc, Entreprises en Pays de la Loire, TRIA, le Guide national des aides et le site de l'ADEME que j'ai cité plus tôt. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions-réponses. On s'était dit qu'on gardait un petit temps pour voilà, toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors peut-être déjà les questions qui sont dans le chat et ensuite si vous voulez intervenir en direct, hein, pourquoi pas. Je regarde s'il y a des questions tout de suite. Oui, donc peut-être Michel, pour répondre, il y a un participant qui a posé la question de si l'accompagnement dont a bénéficié Plastigom correspondait bien à l'Eval Déchets. Effectivement, c'est le type d'accompagnement qu'on propose aux entreprises dans le cadre d'un accompagnement qu'on appelle Eval Déchets, avec visite de site, analyse des pratiques de l'entreprise et puis accompagnement à la mise en place d'actions de préconisation. Donc ça, c'est typiquement un accompagnement terrain au cours duquel, et pour compléter Valentine, on regarde aussi les différentes aides mobilisables qui sont spécifiques au projet d'entreprise, hein, pour faciliter effectivement à l'entreprise le fait de s'y retrouver dans la multitude d'aides qui ne sont pas forcément toujours lisibles pour elle. Donc, le rendez-vous avec un conseiller CCI peut vous permettre de trouver plus facilement une réponse. Autre réponse. Juste pour ajouter un petit mot, Michel, par rapport à l'Eval Déchets. Oui, c'est un accompagnement qui est sans reste à charge pour l'entreprise puisqu'il est pris en charge financièrement par les CCI et l'ADEME. Et c'est un accompagnement aussi qui fait l'objet d'un suivi dans le temps, puisque on accompagne l'entreprise à la mise en place des actions qu'on a préconisées. Et par exemple, quand on fait des recherches de filières de valorisation, notamment matière, on peut éventuellement être amené effectivement à donner des contacts à l'entreprise, à suivre ces contacts, à redonner d'autres contacts s'il n'y a pas eu de succès. Très bien. Et dans les questions, donc, tu as bien donné le nom de... Oui, Anne-Lise Morin a donné effectivement le nom de CGMP, qui est une entreprise sartoise qui donc lui fournit les fonds de rouleau pour servir d'essuie-main. Donc, dans le cadre du réemploi. Il y a une question de Monsieur Misset. Tout ceci est adapté aux entreprises qui produisent, mais y a-t-il un accompagnement de service? Bah, complètement. En fait, quand on accompagne une entreprise, en fait, on s'adresse aussi bien aux entreprises du secteur tourisme, commerce, industrie et services. Donc, les sociétés de services, donc, dans lesquelles il y a beaucoup d'activités tertiaires, donc plutôt activités de bureau si c'est votre cas, peuvent bénéficier d'un accompagnement déchets puisqu'elles sont concernées à la fois par la gestion des déchets de leur site, notamment le fameux décret 5 flux, et puis être accompagné dans un ensemble de préconisations pour bien traiter tout ce qui est déchets dangereux et mettre en place des actions de prévention de déchets. Donc les sociétés de services sont également tout à fait légitimes à travailler ces sujets-là, tout comme les petites entreprises de quelques collaborateurs qui n'ont pas de responsable environnement, mais qui ont besoin de structurer leur démarche.
On a une autre question. Écotaxe, éco-contribution, qui est concerné? Et j'en profite avant de te laisser la parole pour redire qu'effectivement, le contenu du webinaire vous sera envoyé puisque cette réunion est enregistrée. D'accord. Alors, je ne vois pas le support de présentation à l'écran, Valentine. Il a Ouais, peut-être... j'ai perdu le contrôle. Quelqu'un a pris le contrôle. Je n'ai plus la main. Je ne sais Ah, pas pourquoi. Si la personne peut me rendre le contrôle, oui. s'il vous plaît. Peut-être qu'on est en train de se faire hacker. Oui, il y avait une question sur les écotaxes. Ah ben, Angélique est en train d'y répondre dans le chat. Donc, vous êtes concerné si vos produits sont soumis à filière REP, responsabilité élargie du producteur. Voilà. Et ça fait tout à fait le lien avec le programme d'information qu'on va vous proposer au premier semestre 2023. Donc, en attendant que le support revienne, je vais peut-être retourner sur la présentation, mais directement sur mon poste de travail. En fait, vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire, hein, plus de 128 inscrits et actuellement on est plus de 80 participants, donc ce qui est très très bien. Vous avez dû voir quand vous avez complété votre questionnaire qu'on vous a également posé des questions sur vos centres d'intérêt, éco-conception, réglementation environnementale, mutualisation interentreprise, réemploi, déchets immobilisables ou autres. Et en fait, vous avez été plus de 41% à cocher la case éco-conception, 41 personnes. 70 personnes à cocher la case réglementation environnementale, 62 pour tout ce qui est mutualisation interentreprise, 53 pour le réemploi et 98 pour les déchets et puis 86 pour les aides mobilisables. Donc en fait là-dessus, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de prendre connaissance de notre calendrier prévisionnel qui va arriver pour le premier semestre 2023, avec au mois de janvier 2023 à Angers le lancement de l'opération d'accompagnement à l'éco-conception qui est Éco-Produire, donc qui sera pilotée par ma collègue Juliette Astoul. En février 2023, webinaire sur les REP, et ça correspond tout à fait à la question qui a été posée dans les questions des participants. En mars 2023, comme chaque année, la réglementation environnementale est connue pour changer très régulièrement. Donc, on fait un point de 2 heures avec 2 fois 1 heure, hein, qui sont l'une à la suite de l'autre, avec une juriste spécialisée en environnement et qui va pouvoir donner les points clés des textes qui sont apparus au cours de l'année 2022 et des textes à venir pour l'année 2023, ce qui permet vraiment à chacun de s'y retrouver et d'avoir un décryptage de la réglementation et de savoir comment la mettre en place et l'adapter dans son entreprise. Et puis en avril 2023, éco-conception. Et en fin juillet 2023, on aura des webinaires ou des réunions sur tout ce qui est réemploi, emballage dans l'agroalimentaire et puis tout ce qui est biodéchets. Donc, au niveau du calendrier prévisionnel, voilà, au regard des attentes que vous avez exprimées, des temps forts d'information, soit sous format webinaire, soit sous format réunion, qui sont prévus pour vous. Et en tous les cas, n'hésitez pas, et on va passer à la diapo d'après, à prendre connaissance des coordonnées, des contacts qui sont précisés sur la diapo, qui sont des contacts de territoire, qui connaissent bien le territoire, pour avoir un rendez-vous et avoir des informations dont vous pourriez avoir besoin. On a prévu également, et donc vous trouverez dans la zone de conversation, une enquête de satisfaction pour connaître votre avis sur le déroulé de ce webinaire, savoir s'il a répondu à vos attentes et savoir s'il y a d'autres sujets qui, suite à tout ce qui a été présenté, sujets sur lesquels vous avez des questions complémentaires. Donc, on vous propose de prendre peut-être 2 minutes pour le compléter dès maintenant, hein, ce qui nous permettra d'avoir une réaction à chaud de l'ensemble des participants. Et puis on vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas éventuellement, pendant que les uns et les autres complètent l'enquête de satisfaction,
à mettre aussi vos avis dans la conversation ou à poser une question complémentaire qui vous viendrait à l'esprit. J'ai mis l'enquête. Je ne sais pas si ça s'envoie mes messages. J'ai l'impression que mes messages ne sont pas distribués. Donc, dites-moi si vous avez bien accès à l'enquête que j'ai mis dans le chat à l'instant. Pour moi, oui. Ok, super. Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, Ok, merci. donc on prend 2-3 minutes là pour vous laisser le temps de Il y a une de question compléter qui est le arrivée questionnaire. entre-temps. Pardon. Oui. Sommes-nous obligés de facturer de l'éco-contribution ou pouvons-nous gérer nous-mêmes la gestion des déchets et valoriser le traitement à nos clients? Je pense que c'est comme il faudrait qu'on apporte une réponse vraiment selon la demande. Ce qui serait pas mal, c'est de se mettre en contact avec l'une des personnes concernées. Comme ça, on va apporter une réponse précise sur ce sujet. Mais normalement, selon le secteur d'activité, il faudrait vraiment faire une réponse adaptée. C'est pour ça. Mais C'est pour en ça qu'on a effet, besoin de plus voilà. d'éléments. On a besoin de plus d'éléments pour pouvoir répondre précisément. Mais a priori, Donc, maintenant, c'est plutôt recourir à un éco-organisme et rentrer dans une Oui. filière REP et plus être soi-même éco-organisme. Voilà, parce C'est que- des nouvelles modalités. Mais on préfère Voilà, laisser parce répondre de façon qu'effectivement, individuelle. au niveau des filières REP, on a deux possibilités, ou bien donc adhérer à un éco-organisme et donc régler une éco-contribution, ou bien alors, pourquoi pas développer son propre système de collecte et de traitement des déchets, mais c'est quand même très complexe et compliqué. Est-ce que tout le monde a complété son questionnaire? Je pense que oui, il est 15 heures. Nous sommes déjà arrivés, le temps passe vite, à la fin de notre présentation. On vous remercie pour vos questions et les échanges. Un grand merci aussi à l'entreprise Plastigom qui nous a partagé, son quotidien d'entreprise et comment elle a pu mettre en place des actions pour progresser sur le sujet et en quoi effectivement l'accompagnement du réseau des CCI lui a été bénéfique. Un grand merci à tous. On vous envoie comme prévu le support de présentation à l'issue de la réunion. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt.